Le podcast P2K de Parcours 59 est rendu possible grâce au soutien de l'Agence nationale du sport. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode et ce nouveau thème qui est le financement des projets associatifs et projets socio-sportifs. Aujourd'hui on accueille le grand directeur Julien Dubois. Bonjour Julien. Bonjour Alex, grand par la taille surtout. Ouais, grand par la taille et grand par les idées comme Bonaparte. Bienvenue. T'es un peu à l'initiative de ce qu'on fait aujourd'hui, donc je te remercie. Je pense que les gens peuvent te remercier et remercier aussi. On n'oublie pas l'Agence nationale du sport qui nous aide et qui finance ce que je suis en train de faire. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? En cette matinée, ça va. Ça pique un peu. En ce moment, je dors pas très bien, mais on est là très, très tôt ce matin et au moins on sera, je pense, tranquille, parce que la friche, vous l'avez déjà entendu pour ceux qui ont l'habitude. Et si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à aller voir tous les autres épisodes qu'on a tournés auparavant. Il y a plein de thèmes durant cette année 2025 qui vont être abordés. Et je vous invite grandement à aller voir ça. Et aussi, petit aparté, si vous n'avez pas vu le webinaire en lien avec de son dont on va discuter, je vous invite grandement à aller le voir. Ça peut vous aider, ça peut être informatif. On va commencer par le b.a.-ba et ce que je fais très souvent, te laisser te présenter auprès de nos auditeurs. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et est-ce que aussi tu pratiques des sports ? J'aime bien demander ça aussi. C'est peut-être la question la plus difficile de parler de soi au final. Qui suis-je ? Qui on est. Je suis Julien, donc je suis directeur ici à Parcours 59 depuis janvier 2024. J'ai 44 ans, donc je suis plus tout jeune, je suis plus si grand sportif que ça non plus aujourd'hui. J'ai plutôt fait des sports individuels à la base, comme du tennis, particulièrement pendant plusieurs années. Le parcours, j'avoue que c'était pas du tout un sport que je connaissais quand je suis arrivé ici, mais je pense pas que ce soit pour ça qu'on m'ait proposé d'être le directeur de l'association. Donc voilà, après tu veux que j'aille un peu plus loin dans tout ce qui est études, etc. Ouais, tu peux donner un peu tes expériences pro. Dans le parcours que j'ai fait, moi là-bas je suis plutôt dans le numérique, dans l'informatique, puisque j'ai une licence en informatique qui date du siècle dernier, donc t'imagines que ça a évolué depuis. Je suis plutôt obsolète, on va dire, puisque quand je codais, moi à l'époque c'était texte blanc sur écran noir et c'était à peu près ça. J'étais plutôt spécialisé dans tout ce qui était base de données, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans tout ce qui est création de sites internet à l'époque. Pas comme ça se fait aujourd'hui avec tous les outils qui existent aujourd'hui. C'est que ChatGPT, par exemple, c'est le truc qu'on peut citer le plus. Hein. Moi, je suis issu aussi d'un parcours informatique. Ouais. Et moi, c'était 2 salles, 2 ambiances, tu vois. Il y avait moi qui utilisais pas trop justement l'outil et tu avais un autre alternant dans la même entreprise qui l'utilisait beaucoup. Donc, selon les générations, c'est différent. Ça se posait pas, moi, à l'époque. Il n'y avait pas de ça. Ce que j'aimais là-dedans, c'était le fait de créer des choses. C'est la fierté d'avoir créé quelque chose à la fin, si tu veux. De dire que ça vient de son... Voilà, peu importe comment tu codes, au final, il y a plusieurs moyens d'arriver au résultat. Et au final, c'est un peu du parcours, d'une certaine manière, d'aller d'un point A à un point B, tu vois, la parcours manière numérique. La plus efficace possible, et la fierté d'avoir réussi à faire le logiciel, ou à faire que ça tourne d'une manière ou d'une autre. Ça fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug. Et c'est le principal. J'aimais beaucoup ça. Vraiment beaucoup ça. Néanmoins, j'en ai pas pu en faire mon métier au final, puisque quand je suis sorti des études, il y avait juste eu le bug de l'an 2000. Alors, je sais pas si toi t'as vécu le bug de l'an 2000, je le connais. Qui l'ont vécu. Le bug de l'an 2000, c'était l'apocalypse numérique presque qui devait arriver. Tous les ordinateurs allaient devoir être mis à zéro, et puis bref, ils ont formé énormément de monde à devenir informaticien et puis à essayer de gérer ces choses-là. Ce qui fait qu'il y avait une très très courte période, à peu près celle où je suis moi sorti des études, où il y a eu trop de monde qui a été formé du coup à être informaticien, et à ce moment-là, il y avait
il y avait plutôt il y avait plus besoin en fait. Ça va pas durer longtemps parce qu'aujourd'hui le numérique revient et en force. Mais à ce moment-là, c'était compliqué. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler après dans des centres sociaux. Et donc, c'est là où j'ai particulièrement fait le plus grand de ma carrière professionnelle. Donc, d'abord sur tout ce qui était centre de loisirs, gestion d'animateurs pour l'été, l'accompagnement à la scolarité des projets jeunes, etc. Puis j'ai quand même retrouvé mes amours numériques en 2017 avec un projet de coordination d'un dispositif d'inclusion numérique sur la métropole avec plusieurs centres sociaux. C'était vachement intéressant, ça m'a vraiment apporté beaucoup en termes de connaissances de projet, en termes de recherche de financement, en termes de développement, d'innovation sociale, puisque l'idée c'était de partir des problématiques des gens et de créer des projets, tu vois, à partir de ça. Et on se rend compte que on a été chercher pas mal de financement à l'époque qui découlait de ça, parce que c'était un vrai besoin des personnes. Et ça m'a appris beaucoup sur ce qu'est l'économie sociale solidaire, je dirais. Donc le fait que l'humain passe, si tu veux, avant tout, et que les projets sont d'abord des projets pour les gens et qu'il faut partir de leurs besoins plutôt que de nos idées à nous et de notre propre perspective. C'est souvent le cas, ouais. Parce que voilà, ça y répond. Donc quand il y a ce besoin-là et que c'est partagé, on va dire, c'est quand même beaucoup plus simple de convaincre après des financeurs. Donc du coup, tu vois que tout doucement on arrive vers le thème d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, j'ai été directeur de développement, donc du coup, d'une structure. Donc là, c'était plus ou moins la même chose, je dirais, c'est-à-dire de travailler toujours sur l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation sociale. Donc partir des besoins pour créer des projets adaptés, mais sur toute thématique. En fait, il n'y avait plus une thématique numérique particulièrement. Il y avait le numérique, mais il y avait la transition écologique, il y avait l'insertion, il y avait social, professionnel, il y avait l'action sociale, il y avait toutes ces choses-là, donc assez vaste. On traverse un petit peu tous les champs, on va dire, de la société. Et voilà, c'est ça qui a fait que je suis passé directeur, on va dire, sur cette structure-là, directeur du développement. Et hasard un peu du calendrier, on va dire, ou hasard des choses, en octobre 2023, novembre 2023, voilà, on commence à faire connaissance, Parcours et moi, on va dire, via un des administrateurs que je connaissais justement de mon ancien travail et qui est toujours d'ailleurs administrateur ici, Grégoire, que je remercie encore. Qui m'a mis en contact du coup avec le président, et puis de fil en aiguille, je pense qu'on a plutôt matché jusqu'à ce que il y ait eu la possibilité de recruter ce poste-là, ce qui n'était pas gagné à la base. Je pense qu'on en reparlera juste après. Ouais. Mais voilà, et puis me voilà arrivé en janvier 2024 en direction de Parcours, le 2 janvier. Voilà. Je suis arrivé d'ailleurs, j'étais tout seul ici. Tout le monde était en congé, je crois. Donc j'avais pas la clé. J'imagine que je me suis retrouvé. Je connais un peu ces galères-là. Voilà, ça m'a permis d'avoir une journée avec le président, et puis on a vraiment pu faire le tour de toutes les choses. Et comme j'assimile assez vite les choses. Puis tu connaissais avec comme ton background, tu l'as dit avant, c'est un peu quelque chose que tu connaissais avec tout ce que tu as fait en soi. Ouais, alors tu avais les clés en main, quoi. Ouais, disons que ça forcément, tu connais un peu comment ça fonctionne. C'est plus simple. T'arrives pas, tu débarques. Les bras ballants et tu découvres, quoi. Ouais. Tu découvres plus la structure et les gens qui la composent. Je découvre plus, ouais, c'est ça. C'est plutôt. Alors j'avais déjà travaillé un peu avec les salariés juste avant, puisqu'on avait travaillé sur quelques projets entre octobre et novembre. Mais donc on avait déjà bien avancé sur un peu cet aspect relationnel. Mais je connaissais pas les bénévoles, je connaissais pas les adhérents, je connaissais pas même le parcours, c'était quand même assez distant pour moi, quoi. Et puis, mais je sais que quand je suis venu la première fois, je crois que c'était à peu près
un moment où il y avait la soirée Halloween, je pense, en 2023. Donc, plutôt fin d'année. Et déjà, le lieu, bon, il est déjà assez exceptionnel, si tu veux. Tu as quand même un espace assez imposant, assez important, complètement adapté, avec du matériel vraiment de bonne qualité. Et puis, tu vois le sourire des gens, des enfants, des familles, des coachs aussi qui sont là, qui les accompagnent. Et moi, j'aime bien cette ambiance, tu vois, j'aime bien ça, j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien le fait qu'on puisse, à un moment donné, peu importe le projet, en fin de compte, donner le sourire aux gens et puis leur faire vivre un moment, tu vois, un petit peu hors du commun. Donc, c'est ça que j'ai aimé. Donc, ça m'a convaincu, on va dire, ouais, alors c'est un choix qui s'est fait de manière dans les deux sens, hein. J'en avais besoin aussi, et puis la structure en avait besoin d'une certaine manière. Ouais. On s'est retrouvés au bon moment. On va dire que les planètes étaient alignées pour que ça se fasse. Voilà. Et justement, du coup, dans quel état était l'association au moment où tu es arrivé, du coup? C'était pas simple. C'était pas simple, a priori. Alors, moi, j'avais pas vécu, hein, bien sûr, tout cet historique. La structure existe depuis 2009. Ouais, c'est ça. En tout cas, de manière officielle, en tant qu'association. Donc, ça, c'est déjà une structure qui existait à l'époque depuis 15 ans, à peu près, 20 ans. Même. Savoir que le parcours, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un sport qui se pratique dehors. Qui se pratique, à la base. La volonté de Parcours 59 était justement de proposer l'espace où on est actuellement en train d'enregistrer pour justement avoir une pratique sécurisée. Donc, exactement. Il y a un chemin énorme qui a été fait déjà. Exactement. Et alors l'État était, c'est assez étrange, on va dire, mais d'un côté très mauvais et d'un côté plutôt bon. Alors je vais m'expliquer quand même parce que c'est pas simple comme ça à comprendre. On dirait il est fou. Ça va ou ça va pas du coup? En fait, ça n'allait pas, mais toutes les conditions avaient été plus ou moins faites pour que ça puisse aller après. Voilà. Donc, je vais m'expliquer. La situation, elle n'allait pas parce qu'il y a en 2023 un financement, le gros financement de Parcours 59 qui était sur un consortium. Donc un consortium, c'est un groupe d'acteurs qui se réunissent autour d'un projet. Donc Parcours était un des partenaires de ce consortium, c'était pas le porteur de projet. Et le porteur de projet a été un peu défaillant, on va dire, sur sa gestion. Donc le financeur principal fait un audit et de cet audit sont suivies des conséquences financières pour la structure qui est, pour l'instant, d'ailleurs, on est toujours dans cette situation-là. Il n'y a pas les financements s'arrêtent. Ok, mais ils s'arrêtent à telle date et le parcours avait déjà engagé plusieurs mois, si tu veux, tu vois, de salaire, de gestion, etc. Donc, d'un côté, une coupe budgétaire importante et la nécessité de l'argent déjà engagé, on va dire, sur des salaires, sur des choses comme ça. Donc c'était assez compliqué. Ouais, c'était une situation un peu houleuse, quoi. Ouais, c'était une situation un peu complexe qu'on n'est pas encore vraiment sorti aujourd'hui, puisqu'on est toujours en train d'essayer de récupérer, on va dire. Vous êtes en sursis, quoi. Ce qu'on a engagé. On verra si ça prend forme et quelle forme ça prend à terme. Donc ouais, situation un peu compliquée où il y avait quand même eu un gros développement de l'association avant que j'arrive. Un gros sujet sur l'insertion, un gros projet sur l'insertion avec une vingtaine de personnes, je crois, dans l'équipe. Et puis, moi, en fin d'année, je crois qu'avant que j'arrive, on était 7. Donc, je dois être le 8e, tu vois, qui est revenu. Donc, effectivement, c'était une situation un peu compliquée parce que tu te dis, ouais, mais quand tu vis une situation un peu complexe comme ça, comment tu fais aussi pour continuer le développement. Et ça, c'est intéressant, c'est que le conseil d'administration, justement, de Parcours, donc dans une association, c'est le conseil d'administration qui définit un peu la stratégie politique. Eux ont fait le choix du développement, en fait, et n'ont pas fait le choix Alors, il y a eu forcément une étape
où on a dû faire attention aux comptes et puis faire attention à pouvoir payer les salaires des personnes qui étaient encore là. C'est la responsabilité salariale, hein. De toute façon, on n'a pas le choix quand on est employeur, on a cette obligation-là, donc il faut toujours faire gaffe et être gestionnaire. Néanmoins, le choix du développement ne se fait pas automatiquement quand on est dans une situation un peu compliquée. Souvent, on essaie d'économiser le maximum et d'attendre de voir si le soleil se lève. Ouais, si le soleil se lève. Surtout dans le nord. Ouais, c'est pas gagné ici. Mais ils ont fait le choix du développement. C'était conditionné. Mon poste n'était pas acté. Puis d'ailleurs, j'ai postulé comme d'autres ont postulé. Il aurait pu avoir d'autres personnes. Il aurait pu être une autre personne. Carrément. Mais c'était conditionné au fait qu'on ait pu aller chercher une aide exceptionnelle aussi de la ville. Et donc la ville de Roubaix a aussi soutenu Parcours sur son développement. Je ne pense pas que qui que ce soit le regrette aujourd'hui, encore moins moi, mais c'était pas gagné, on va dire. Cela dit, comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même eu un terrain assez favorable avant, dans le sens où la structure, donc du coup les dirigeants, notamment le conseil d'administration, avaient déjà fait pas mal de démarches, si tu veux, pour se faire assez reconnaître. Donc Parcours était déjà plus ou moins quand même reconnu, si tu veux, dans son territoire, et même à des niveaux, tu vois, un peu plus éloignés, quoi, territoriaux, régionaux, départements, voilà, avec plusieurs labels, si tu veux, des labels parité sport, des labels sport inclusif, des trophées de l'économie sociale solidaire, pas mal de fondations qui avaient soutenu aussi, si tu veux, tu vois. Oui, il y avait quand même une base solide, quoi. Il y avait quand même, voilà, les fondations, on va dire, qui étaient là. Et moi, on va dire que j'ai juste arrosé les graines qui étaient déjà là. Après, il faut savoir le faire. Hein. C'est pas, ça aurait pu ne pas fonctionner. On peut arroser et puis ça ne marche pas. Mais ouais, on l'a fait comme ça. Le terrain était plutôt favorable et moi, je me vois plutôt comme un jongleur qui jongle entre plusieurs balles et qui essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà. Et du coup, tu l'as mentionné, il y a eu un pôle insertion qui a été mentionné, le projet Trajectoire. Ouais. Est-ce que tu peux en parler et quelle importance ça avait pour l'association? Parce que je dis ça avait parce que c'est du passé désormais. Enfin, maintenant, il y a une nouvelle forme qui a été apportée et qui fait un peu le même travail. Donc, je te laisse développer sur ça. C'est important de comprendre, puisqu'on est dans le thème des financements et des projets, que de toute façon, chaque projet a un cycle de vie, si tu veux, et il ne doit pas durer éternellement, c'est pas possible. Oui. En tout cas, pas sous sa forme initiale. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Même si des structures, des associations ont des projets qu'on a l'impression qu'ils durent depuis des années, ils s'adaptent à la politique, à l'environnement social, politique, à la technologie, tu vois, à de nouvelles manières de faire. Donc, tu es toujours dans l'innovation, d'une certaine manière. Trajectoire, c'était un projet, comme je t'ai dit, en consortium, donc qui était porté avec d'autres structures de sport en France. L'idée, c'était de travailler sur comment le sport peut être un outil d'insertion sociale professionnelle, et donc d'accompagner des jeunes, notamment des jeunes qui sont très éloignés des services publics de l'emploi, à retrouver le chemin, on va dire, du travail, de la formation, de l'entrepreneuriat, même de l'école, de la formation, voilà, pour ceux qui ont quitté très tôt, hein, parce il y en a qui quittent à 16 ans, donc c'est quand même assez... c'est une grosse structure, donc c'est pas évident. Et donc un gros projet avec des centaines de jeunes accompagnés, je m'en rappelle, c'était énorme, en France, et des coachs qui sont devenus des coachs d'insertion par le sport d'une certaine manière. Et en fait, c'est intéressant parce que ce projet-là, et du coup même le coach socio-sportif ou l'éducateur socio-sportif, peu importe comment on l'appelle, existe encore aujourd'hui. Il est financé aujourd'hui, et donc on a la chance d'avoir 2 postes qui sont financés dans ce cadre-là aujourd'hui, depuis que je suis arrivé. On a, comme je te dis, terrain fertile, donc très avantageux.
Et tout ça, c'est aussi dû à ça d'une certaine manière, c'est que l'insertion par le sport a fait ses preuves. Politiquement, c'est soutenu, donc... ça aurait été dommage de ne pas le retrouver plus tard, quoi. Ouais, alors nous, forcément, quand il y a eu cette coupure de trajectoire en 2023, ça a été dur autant pour les équipes que pour les personnes qui étaient encore en accompagnement, on va dire. Ouais, ça a été une grosse rupture. Donc il a fallu tout reconstruire d'une certaine manière. Mais effectivement, comme je te disais, cycle de vie d'un projet. Faut que ça change. L'idée, c'est pas de réécrire exactement la même chose, c'est de l'adapter, on va dire, à une nouvelle version, une version 2024, une version 2025, certainement une version 2026-2027, qu'on essaie d'affiner au fur et à mesure. Parce qu'on n'est pas seul sur ce territoire et puis on est spécialisé dans un certain domaine, on va dire, l'insertion par le sport, le socio-sport, la captation des publics, mais qu'il faut qu'on travaille davantage et c'est ce qu'on a initié avec tous les autres acteurs qui accompagnent aussi ces publics parce qu'on ne peut pas être seul de notre côté. Voilà, le sport est peut-être une porte d'entrée pour certains. Mais pas pour tous, quoi. Mais alors pas pour tous, c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'on développe d'autres types d'activités un peu sportives pour qu'elles soient aussi plus accessibles à un public qui pourrait avoir un peu d'appréhension sur le parcours. Parce que parcours, c'était la grande activité ici. Il y a aussi le chestang, mais maintenant il y a de la boxe, je crois que j'ai vu aussi de la danse arriver, de la musculation, plein de choses. Et des trucs encore plus accessibles comme là, on a posé un jeu de fléchettes, des tables de ping-pong, un petit panier de basket, tout ça. Et en fait, c'est cool parce que du coup, chacun vient avec son bagage. Et son bagage, ses envies, il y a même du vélo, hein. On fait beaucoup de vélo aussi. Donc, je vous invite à aller voir les épisodes justement sur les road trips à vélo. Ouais, complètement. Alors, même pas forcément qu'en road trip, mais déjà une balade, là on a le canal juste à côté, donc c'est assez cool, il n'y a pas de voiture. Et ça arrive souvent que les jeunes partent faire un petit tour avec leur coach. Et puis, en fait, tu as des échanges qui sont complètement différents de cette manière. Et dès qu'ils voient que c'est possible, dès qu'ils voient que c'est accessible, petit à petit, les gens viennent vers le parcours, viennent vers le chestang. C'est pas une obligation. Mais c'est là, quoi. Et puis, tu peux pas le rater, quoi. Quand tu es dans la salle. Tu peux pas le louper parce qu'il y a les autres qui s'entraînent. L'idée, c'était pas de faire un groupe... d'avoir un groupe, on va dire, insertion et un groupe pratique sportive. L'idée, c'est qu'ils se mélangent à un moment donné, qu'il y a vraiment de l'énergie qui émane de tout ça, quoi. C'est surtout plutôt le soir d'ailleurs, où l'énergie est encore plus vibrante que le matin. Mais le matin, c'est bien pour enregistrer les podcasts. Ouais, c'est calme, il n'y a personne. Il y a moins de monde, il y a beaucoup plus de travail administratif à faire aussi. Et c'est vrai que l'ouverture du lieu, c'est du lundi au samedi, des fois le dimanche, quand on fait des événements de réunions de traceurs, des move-out ou autres, ou d'autres événements sur lesquels Parcours participe. Donc, ça, c'est une belle amplitude, on va dire, une belle énergie. Et une bonne incarnation de cette énergie par les équipes ici, toute l'équipe, pas seulement les coachs, parce qu'il n'y a pas que des coachs en équipe, et les bénévoles aussi qui sont présents, t'en fais partie. Y en a d'autres qui font partie, sur lesquels plein d'événements n'auraient pas lieu, et sur lesquels peut-être ce podcast n'aurait pas eu lieu, et peut-être que on essaie aussi de voir ce que peut apporter les uns et les autres, leur énergie aussi à eux, individuelle, leur envie, leur passion. Et en fait, tu vois, voir comment on peut le transférer en fin de compte sur quelque chose qui est plus concret et plus professionnalisé, si on peut dire ça comme ça. Ouais, en tout cas, qui change. À la base, on ne dirait pas qu'une structure comme Parcours puisse faire, tu vois, un podcast. En tout cas, on ne voit pas forcément l'intérêt, mais au final... il y a de l'intérêt, je pense, à le faire. Pour nous, c'est un exercice compliqué. Hein, ce que je demande aux équipes, c'est souvent compliqué. Pour moi aussi, pour toi aussi. C'est pas évident. Alors, toi, tu es plus professionnel que moi. Moi, j'essaye. Moi, je discute. Mais c'est bien aussi de se dire, en fait, on n'est pas limité à faire juste du parcours. Le parcours, mais on doit et on peut démocratiser le parcours aussi avec d'autres outils, d'autres manières de faire, pas juste la pratique sportive. Et ça, c'est cool. Toutes les perspectives qui existent, elles sont assez vastes et assez cool. Il y a encore plein de projets en tête, t'inquiète pas pour ça. Ça va arriver.
Et pour revenir un peu justement sur l'état, j'aime pas trop dire ça de l'association, mais l'état de l'association en soi il y a 2 ans à peu près. C'était quoi un peu tes premiers constats et la priorité numéro 1 en arrivant? Comme je Afin de redresser tout ça, quoi. le premier constat, c'était de se dire, aujourd'hui, la structure, quand je suis arrivé, hein, là, je te parle aujourd'hui, donc 1er janvier, 2 janvier 2024, la structure, a des fondations solides qui sont la pratique du parcours, ses adhérents, une base de 400 adhérents environ, donc des cotisations qui sont faites tous les ans, et donc une équipe qui fait de l'initiation sportive, on va dire, à partir de 3 ans jusque l'âge, peu importe, l'âge adulte. Donc il y avait déjà on n'est pas reparti de zéro, si tu veux. Ça, c'est la fondation même du parcours, c'est la base, c'est notre socle. Donc on sait que quoi qu'il arrive, ce socle-là doit rester et il est resté. Peu importe qu'il se fasse ici, à la limite, ou dehors, demain, tu vois, ou peu importe. Donc ce constat-là, il était fait, c'était que l'équipe qui était là, en fait, c'était plutôt une équipe sportive, en fin de compte, et de coachs sportifs qui accompagnaient sur les limites. Ensuite, il y a toujours d'ailleurs, il y avait toujours cette pratique autour de l'inclusion, l'accès parcours, qui était le thème, je pense, du mois, en tout cas de la semaine, du mois dernier, ouais, ça passe vite. Qui moi me parle beaucoup, si tu veux, parce que je trouvais que on incarne, et il y avait des gens qui incarnaient vraiment cette envie d'accueillir des publics en situation de handicap. Je vais pas refaire le topo, il faut écouter les autres podcasts parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Je les écoute tous, hein, d'ailleurs. Il faut un contrôle qualité. Hein. Il faut un contrôle qualité, ouais. Non, parce qu'on apprend des choses en fin de compte aussi, et on apprend à mieux connaître ses équipes, ses partenaires, tout ça, et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, et même pour toi, je suppose que tu apprends des choses. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Je découvre plein de personnes. Et je suppose que les auditeurs apprennent aussi des choses. Et donc, il y avait ce programme-là aussi qui était en place, et que moi, je trouve vraiment absolument essentiel. C'est la deuxième priorité, limite. Ouais. Alors ouais. Alors la priorité des priorités, c'était pas forcément ce programme-là. C'était bien sûr de le continuer, d'essayer d'aller plus loin sur des programmes. En tout cas, de garder ça comme base. La priorité des priorités, quand je suis arrivé, c'était de relancer le pôle socio-sport, on va dire, de manière globale, avec tout ce qui est autour de l'insertion, qui n'existait plus ou quasiment plus. Et surtout, la première chose, je pense, qu'on a essayé de mettre en place, déjà, c'est de voir l'état d'esprit et des différents salariés, et puis de fixer un cap, si tu veux, parce que quand l'équipe navigue un peu à vue depuis plusieurs mois, sans trop savoir où on va, c'est important de fixer un cap. Je pense que c'est important. Et ce cap-là, pour moi, c'était d'avoir une présence et d'être vraiment hyper investi sur le territoire, sur les quartiers où est-ce qu'on est implanté, si tu veux. Je pense que c'est notre fondation, c'est le socle. Il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'on a été dans un projet, tu vois, au niveau national, qu'on vient d'abord aussi de Roubaix, des quartiers de Roubaix. Pour ces habitants-là, encore une fois, tu vois, des quartiers prioritaires, avec des situations complexes. Tu vois, vraiment des situations compliquées, on en voit tous les jours, et c'est pas toujours évident. Donc la première chose à faire, c'était d'être présent sur tous les temps où on pouvait, et moi je pouvais me faire connaître aussi, puisque Roubaix, c'était pas mon territoire de base. Non, pas du tout, ouais. Néanmoins, il y avait quand même des personnes qui avaient fait aussi le transfert de Tourcoing, parce que j'étais plutôt sur Tourcoing, à Roubaix. Donc il y en a qui me connaissaient déjà, donc ils savaient comment ça allait. L'état d'esprit que j'avais, si tu veux, dans le développement, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui développe des choses. Je confirme. Ouais, on essaye en tout cas. Et du coup, de se faire connaître de tous les acteurs qui étaient à proximité, acteurs associatifs, la ville, la politique de la ville, tous ces acteurs et ces financeurs qui, si tu veux,
sont essentielles dans la vie du quartier et des habitants du quartier. Donc, et moi, j'arrive avec un état d'esprit de coopération surtout. C'est-à-dire que beaucoup de structures sont d'abord dans une recherche, tu vois, de projets qui mènent de manière individuelle. On le fait aussi forcément, mais la coopération pour moi c'est la clé c'est la clé de tout. C'est comme ça qu'on sera plus fort parce qu'on est complémentaires, tu vois, les uns avec les autres. C'est un peu l'idée des webinaires en soi, c'est partager justement partager ses connaissances, savez, faire en sorte que d'autres structures puissent se saisir, tu vois, de ce vécu. Si on parle de ça, c'est surtout pour s'inspirer, pour dire peut-être que, tu vois, nous on si vit eux un peu l'ont fait, des situations comme ça. Et puis d'ailleurs j'invite et j'invite vraiment les structures aussi à venir échanger directement avec nous là-dessus, parce qu'on peut accompagner aussi des gens et des structures de parcours ou autres mouvements sportifs, tu vois, à se structurer un peu mieux parfois. Parce qu'on a eu ces expériences-là. Et au final, les expériences bonnes et mauvaises, on t'apprend toujours quelque chose. Ouais. Donc, il faut savoir le faire, il faut savoir s'en saisir, il faut savoir arriver à changer les choses et puis le mettre dans une énergie très positive. Donc, il n'y a pas eu que ça, parce que voilà, mais on va dire que la vraie première action pour moi, c'était d'être en reconquête du territoire, je dirais, si tu veux, tu vois. Voilà. Parcours a besoin d'être présent sur son territoire, avec son poste adulte relais, son médiateur de quartier, ses coachs. Alors c'était Kevin à l'époque, et c'est Jamel maintenant qui a pris la relève. Des gens qui connaissent très bien le terrain et qui ils vivent littéralement qui vivent quasiment là, ou en tout cas dans la rue juste à côté, donc à proximité, disponibles. Qui sont humains aussi, si tu veux. C'est important d'avoir des gens qui ont cet attrait-là, quoi, justement pour ce genre de poste, quoi. Ouais, c'est un poste de contact, c'est un poste social, c'est un poste, ça s'apprend pas, quoi. C'est un poste pas évident tous les jours, parce qu'en plus tu es en décalé souvent, tu dois être là quand les gens sont là. Être là, ouais. Parfois c'est le soir, parfois c'est le week-end, parfois c'est machin. Jamel, la plupart du temps, je le vois, c'est le soir avec ses cours de boxe, tu vois, donc... Ouais, alors l'idée par exemple, ce poste-là, adulte relais, puisque on parle de financement, c'est un poste qui est financé pour 3 ans. Donc on va avoir des voisins là qui vont peut-être parler. On verra si, donc c'est un poste qui est financé sur 3 ans, financé par l'État, par la préfecture, et avec bien sûr une obligation de formation. Le but c'est qu'il puisse aussi se former ou continuer sa formation, et puis définir aussi un projet professionnel, si tu veux, dans le long terme. L'idée c'est qu'ils puissent d'abord être sur le terrain, sur le quartier, et ensuite ramener les gens aussi au niveau de la friche pour pouvoir mettre en place des temps par le sport d'inclusion, en fin de compte, et d'insertion, quoi. Et du coup, avec toutes ces actions et tout ça que vous avez menées, donc un peu de restructuration, de réécriture de projet, j'ai du mal. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou des difficultés particulières pendant le processus où ça a été Tu l'as un peu mentionné, tu as dit que tout n'était pas rose, mais est-ce qu'il y a des grosses difficultés qui te viennent en tête, des trucs énormes que tu peux nous partager, bien sûr? La principale difficulté dans les financements des associations et des projets, c'est le temps. Ouais. Entre le moment où on écrit un projet et le moment où il est validé, si jamais il est validé, il se passe plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir une réponse. Bon, à titre d'info, des projets qu'on avait déposés en octobre, on attend toujours des réponses positives. Faut pas être pressé, quoi. Alors, du coup, tu es obligé d'avoir un coup d'avance. Tu es obligé quasiment d'avoir un an d'avance sur ton... Ouais, du coup, tu t'en fais d'autres, tu prévois, quoi. Ouais, donc la difficulté principale, si tu veux, c'est que l'équipe que tu as, souvent a une équipe opérationnelle, donc une équipe qui fait quelque chose à l'instant T. De concret, ouais.
Tu vois, sur l'instant. Le planning, c'est aujourd'hui de telle heure à telle heure. J'ai cours de telle heure à telle heure, tu vois. Et toi, tu es obligé d'être dans des temporalités qui ne sont pas celles-là. Ça va être horrible. Et toi, tu es obligé presque de leur faire réfléchir à ce que va être dans 6 mois, dans un an, tu vois. Tu penses déjà à demain. À demain, même demain, quoi. demain en 2026. Donc, il faut toujours... Tu es obligé d'avoir quasiment un coup d'avance et d'anticiper, tu vois, tout ça. Et la gestion du temps, c'est la principale difficulté, en fait, dans toute structure qui va chercher des financements, parce qu'on croit que ça va tomber d'un coup, que ça y est, on a fait le dossier, c'est bon, c'est accepté. Et non, en fait, des fois, tu as des appels à projets, je te dis, ils mettent très longtemps à avoir des réponses. Tu as des appels à projets qui ont des pourcentages de réussite qui sont très faibles. Je me rappelle, c'était genre pour Erasmus+, où je sais plus, il y avait un genre de truc de 10%. Alors ça dépend lesquels. Il y en a qui sont à 10, il y en a qui sont à 30, il y en a qui sont à, j'en ai déjà vu des à 0,06%. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable, mais ça existe. Si tu gagnes ça, c'est le jackpot, c'est comme si tu étais millionnaire, quoi. Ouais, mais du coup, il faut aussi avoir conscience de l'échelle dans laquelle tu es aujourd'hui. Si tu veux, quand tu fais financer un projet, quand tu es en difficulté, comme nous on a été en difficulté, à un moment donné, tes financeurs, ils ont besoin aussi de se rassurer. Ah bah oui, c'est normal carrément. de se dire, attends, là on a été en difficulté, la structure a été en difficulté à un moment donné. Il faut qu'elle reprenne aussi, tu vois, un souffle nouveau, on va dire, et puis montrer que, voilà, par l'exemple, que ce qu'on fait, tu vois, c'est hyper important. C'est pour ça que je te parlais de conquête du territoire, de montrer des vraies actions, en fin de compte, tu vois, des réussites sur le territoire. Et à partir de là, tu peux commencer à aller chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, un petit peu d'autres types de financement. Mais si directement, tu te dis, voilà, je suis une petite structure qui vient de se lancer et je veux aller chercher des fonds, des fonds que personne ne va chercher, peu importe que tu écrives bien ou que tu n'écrives pas bien, il y a tout ce contexte-là qui fait que tu vas réussir ou pas, si tu veux le faire. Ce n'est pas une question forcément de projet, c'est une question aussi de structure, de rassurer tes financeurs, de montrer que tu es en capacité de tenir un projet dans le temps, parce que voilà, on te fait confiance. Donc c'est ça qui est difficile, si tu veux, tu vois, aussi dans les appels à projets. Donc c'est là où il faut avoir une certaine expérience, si tu veux, de ce qui est accessible et ce qui n'est pas accessible. Aujourd'hui, je ne vais pas sur des appels à projets parce que je sais que c'est pas viable, encore accessible, si tu veux. Par contre, on va sur des choses qui sont accessibles, tu vois, pour nous, à des échelles territoriales, donc de quartiers, départements, régions, même nationales aujourd'hui, puisqu'au final, le podcast ici qu'on fait partie d'un projet qui est financé par l'Agence nationale du sport. Et donc, on était à Paris l'autre fois avec les 15 autres lauréats en France, tu vois. Donc, dès que tu fais partie de 15 lauréats en France, tu dis que c'est quand même déjà assez exceptionnel, si tu veux, tu vois, d'être à ce niveau-là pour une structure de quartier et de parcours qui, des fois, en plus, ne parle pas forcément, tu vois, à tout le monde. C'est pas du foot, c'est pas du tennis, c'est moins parlant. Ouais, c'est quand même moins médiatisé. Le chess-tag commence à l'être un petit peu, tu vois, avec la chaîne L'équipe qui passe des compétitions et les compétitions qui ont lieu, mais ça reste encore, voilà, un petit peu à la marge. Ça reste un petit peu à la marge et du coup ça mérite. Mais tu vois, j'étais à un événement à Montpellier, un gros événement de sport urbain à Montpellier la semaine dernière, avec une partie d'équipe, la FIS. Et en fait, on se rend compte que nous, on était venus pour présenter le chess-tag. Enfin, moi, j'étais sur une conférence, mais sur le chess-tag, en fait, les gens connaissaient, si tu veux, tu vois. Et puis, le fait aussi qu'il y ait eu Mohamed qui a participé à Koh-Lanta, je dis, en plus, on était avec Mohamed qui faisait partie de Parcours et qui fait partie des équipes de chess-tag, justement. Ça donne aussi une visibilité qui est juste incroyable. Et donc, on marque un petit peu les gens, et nous, d'être présents à ces moments-là, tu vois, même si Montpellier, pourquoi vous allez là-bas, tout ça. Mais c'est pas en la fait, porte à côté. C'est l'objet social de notre structure, de démocratiser la pratique et de faire en sorte que voilà. Et si demain, on peut arriver à faire un gros événement de chess-tag pendant la FIS, parce qu'il n'y avait pas ça, tu vois, il y avait des compétitions de speedrunning, tout ça, etc. C'était vraiment incroyable. BMX, trottinette, tout ça. Tous les sports urbains que vous pouvez imaginer, il y en avait.
c'est juste fou. Mais voilà, ramener l'année prochaine un quad et puis faire une compète de Chestag, pourquoi pas? Il faut avoir cette ambition-là, il ne faut pas se freiner en se disant que c'est pas possible. Faut se donner les moyens et c'est que quand on intervient comme ça qu'on arrive Il faut montrer une présence et être là, quoi. Exactement. Tu l'as dit, et que tu le fasses sortir. ici en local ou ailleurs, c'est pareil. C'est parce que tu le fais que tu vas tirer le fil, tu vas travailler avec d'autres acteurs. Vous allez réfléchir à des nouveaux projets que vous allez pouvoir mener ensemble. Et du coup, chercher des financements, tu vois, ensemble, qui peut avoir du sens. Comme on le fait avec les structures comme Bus à Biclou sur le vélo, sur le road trip ou Recycle-moi. On a des projets qui peuvent se mettre ensemble. Parce qu'à un moment donné, tu vois, il y a des rencontres, il y a des échanges. On a participé à l'événement de X ou Y. Je pense que c'est ça la clé vraiment des financements. C'est le réseau en soi. À l'échelle individuelle, souvent une personne, quand on lui dit qu'elle veut créer un business ou ce genre de choses, c'est le réseau qui parlera toujours. Et là, c'est un peu ça qui est créé. C'est être présent, voir des acteurs, des individus qui peuvent être seuls au départ et se joindre à vous. Là, tu l'as dit, Bus à Biclou, j'en passais des meilleurs, quoi. Non, c'est un peu ce que j'arrive à retranscrire à moi, mon échelle individuelle. C'est voir du monde, aller le plus... Moi, à mon échelle, quand je dis moi, parce que j'aimerais développer mon côté Chestag, je sais que si je refuse, par exemple, je sais pas, moi, d'aller à un événement à Londres ou ce genre de choses à une jam, on peut retranscrire cette idée-là avec, justement, avec une structure telle que Parcours 59. Tu l'as dit, je fais que paraphraser, je sais, mais c'est pour que vous soyez conscient de ça, c'est que dès que vous pouvez aller sur des actions et rencontrer les gens. Il faut le faire. Il faut presque même se forcer parfois, parce que des fois, on n'a pas... on a tellement de choses à faire que aller à un événement avec un déplacement, avec quitter peut-être sa famille à un moment donné, tu vois, c'est toujours des fois compliqué. Alors, quand on est baroudeur et souvent c'est quand même un peu plus simple. Moi, je me souviens, je sais que je me force beaucoup à le faire parce que j'y vais toujours trouver quelque chose, si tu veux, une idée, une piste, un contact, un échange avec une personne qui peut faire la différence et qui va amener à des choses incroyables. Je prends l'exemple là, intervenir dans des webinaires, les choses comme ça, c'est jamais simple, si tu veux, tu vois, en plus, ou dans des conférences, c'est jamais simple. Néanmoins, si tu te forces pas, tu vois, à le faire, tu peux pas, je te parlais de la FIS, on est intervenu dans une conférence. Ça nous a mis en lien avec le cabinet, tu vois, de la ministre des Sports, puisqu'elle a intervenu juste après nous. Le réseau, en fait, même à la limite, tu t'attendais pas à ça, et puis au final, ça se fait parce que tu es dans les conditions, t'as été présent sur ce truc-là. Un autre exemple, on est intervenu dans un webinaire, je suis intervenu dans un webinaire avec l'équipe sur la démarche du aller vers, puisqu'on fait beaucoup ça, aller vers les publics dans les quartiers, tout ça, en décembre. Et au final, il y a une structure de traceurs à Madagascar qui nous recontacte derrière. Ah oui, c'est vrai, ça j'en ai entendu parler. Ok, c'est cool ce que vous faites, l'espace socio-sport, machin, etc., etc. Et puis là, on dépose avec la ville des programmes internationaux avec eux. Si pour inviter des personnes, des projets. Et en fait, s'il n'y avait pas eu ce déclencheur à un moment donné, c'est une succession d'actes. C'est une succession de choses qui fait que... Mais en fait, il faut le provoquer, ça. Si tu attends que ça vienne tout seul et que tu... c'est comme si tu disais, j'attends que ça tombe. Je sais pas, que je trouve la bourse sans jamais sortir de chez moi, tu vois. Alors, ça peut se faire aujourd'hui parce qu'il y a des applis, tu vois, peut-être pour ça. Mais l'idée, c'est pas... Tu peux pas faire ça, là. C'est pas une appli qui va te permettre de te mettre ça va pas se développer comme ça. De développer ton réseau. Ton réseau, c'est d'abord l'échange humain. Ça doit rester l'échange humain. Mais surtout... je pense que quand on se lie à des personnes comme ça et à des gens comme ça, c'est pas juste une opportunité. On n'arrive pas en disant ouais, j'ai ce projet-là qui fait que y a une opportunité financière. Ça doit pas se construire forcément autour de l'opportunité financière, sinon c'est jamais vraiment durable. Ça a été créé pour l'occasion. Par contre, quand ça se crée avant l'opportunité financière, quand il y a vraiment des liens, une amitié qui se crée, des valeurs communes, si tu veux, tu vois, des échanges vraiment importants, tu vois, ça se concrétise quelques mois après, 6 mois après, peut-être, par des dossiers qu'on dépose ensemble. Encore une fois, c'est la question du temps, c'est la question que je te disais tout à l'heure, c'est ça la plus grande difficulté, c'est qu'il faut avoir le temps, et il faut être en capacité de maîtriser ce temps-là, parce que le temps, c'est pas juste
J'aime dire que le temps, d'ailleurs je crois que c'était un des premiers rapports que j'ai fait au conseil d'administration, mais le temps c'est pas juste ce qui se passe aujourd'hui ni l'avenir, c'est aussi ce qui s'est passé avant. On parlait de trajectoire et tout ça. Tout ce qui s'est passé avant, en fait, tu vois, le terreau, on va dire, fertile, tu vois, qui a permis de faire ça, c'est passé, mais c'est ultra essentiel, si tu veux, de regarder déjà ce qui a été fait en bien, en moins bien, et de capitaliser là-dessus. Se dire, attends, ça c'est hyper important. Quoi. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais un des points les plus importants qui a été fait, c'est d'être labellisé club sportif engagé. Club sportif engagé qui est une dynamique aujourd'hui nationale de structures qui favorisent l'insertion, l'inclusion, tu vois, des publics, qui est menée par France Travail au niveau national aujourd'hui. Si on n'avait pas eu ça à ce moment-là, tu vois, on ne serait pas forcément là aujourd'hui en train de parler, si tu veux, tu vois, autour de ce podcast-là. Donc, et ça, si tu veux, j'oserais dire que c'est là, moi, l'expertise que je peux apporter, c'est de dire, bah, ok, on a regardé, je regarde ce qui a été fait là, ça a été super. Il y a des gens avant moi qui ont été vraiment très efficaces, très bons, tu vois, sur ces trucs-là. À moi de me saisir de ce qui a été fait en bien, de le polir un petit peu pour, et faire en sorte que ça permette de construire l'avenir aussi de la structure. Donc, passé, présent, futur, ces 3 temps qui sont essentiels de maîtriser, parce que le présent, ça devient le passé, le futur devient le présent et devient le passé. Donc forcément, ils sont connectés ces temps-là, et je pense que c'est la clé c'est vraiment la clé pour moi des projets et des financements, si tu veux, de maîtriser ces 3 temps-là dans les organisations. Tu verras, et si tu observes un petit peu les organisations, les grosses organisations maintenant sont structurées de cette manière-là, mais pour beaucoup d'associations, des plus petites associations, elles vont d'abord privilégier l'opérationnel, ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, sur l'instant T. À l'instant T. Parce que le présent, ça rassure, parce qu'on est maître un peu du présent, et le futur, on peut qu'attendre, et le passé, c'est fini. Donc, Ouais, alors après, tu peux juste attendre que ça se passe, et puis dire ouais, mais bon, c'est pas favorable tout ça. Après, si on fait ça, on est mal barré. Hein. Enfin, sincèrement, c'est vivre sur ça veut dire quoi? Qu'une structure dépend de qui va passer en mairie, au niveau national, en président. Enfin, tu vois, les politiques vont forcément changer, si tu veux. Les problématiques, elles changent beaucoup moins rapidement que les politiques, d'une certaine manière. Donc, nous, il faut vraiment se concentrer d'abord sur ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, quitte à réfléchir à d'autres modèles, si tu veux, financiers, que les financements d'ailleurs classiques, ce que nous encourage d'ailleurs à faire les financements publics. Hein. Les financements publics, il y a ce qu'on appelle le droit commun, donc c'est les financements, on va dire, que tout le monde peut avoir accès, par exemple le RSA, enfin tu vois, tout ce qui est du droit commun, que tout le monde peut avoir accès. Et ensuite, les projets viennent, on va dire, compléter, tu vois, ce droit commun-là. Mais rien ne nous empêche, et d'ailleurs rien ne doit nous empêcher de réfléchir à des modèles, si tu veux, tu vois, différents. La prestation, si tu veux, c'est une nécessité d'aller sur ces choses-là aujourd'hui. Des financements privés, du sponsor peut-être demain, enfin tu vois, d'entreprises, des fondations, peut-être création d'une entreprise annexe qui viendra, si tu veux, tu vois, alimenter aussi le projet social de la structure. En fait, il y a plein de pistes. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a réussi à s'engager aussi avec pas mal de compétences autres, parce que moi, je ne suis pas compétent dans tous les domaines, c'est impossible. Hein. Tu ne peux pas être spécialisé dans tous les domaines. Mais on a des fondations, comme la fondation EY, par exemple, qui nous fait du mécénat de compétences sur tout ce qui est le droit social, etc. Donc, on va pouvoir progresser aussi, tu vois, sur tout ça. C'est pas de l'argent en liquide, mais c'est des compétences qui sont mises à disposition, qui nous font progresser. Donc c'est aussi important. On a la fondation, là, on a le mouvement Tilt qui va nous permettre de travailler aussi sur tout ce qui est la transition écologique, si tu veux, demain. On a plein de petites choses comme ça, si tu veux, des petites choses, des choses outils, comme ça, qui viennent compléter, si tu veux, tu vois, cet aspect, cette recherche de financement, et qui permettent à parcours de grandir, de progresser, de développer des nouvelles compétences aussi, si tu veux, c'est important.
et du coup de se faire connaître d'une manière ou d'une autre aussi dans d'autres réseaux. Donc participer à un maximum de choses, aller sur des terrains qu'on imagine que ce sont faits pour nous. En fait, si, quoi. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, à part vous. En fait, je pense que la première limite, c'est soi-même, hein, comme dans le parcours, comme dans le sport, de manière globale. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Donc, mais dès qu'on a l'état d'esprit, je pense que tout est possible. Et il ne faut pas avoir peur, si tu veux, parce qu'on est une petite structure, tu vois, ou qu'on n'a que 40 adhérents, tu vois, ou machin, etc. On ne doit pas avoir peur, quoi. On ne doit pas avoir peur de vouloir faire plus, de vouloir aller plus loin, de vouloir se développer, de vouloir embaucher des gens parce que c'est sa passion et que du coup on a envie aussi d'embaucher. Ce serait une belle reconnaissance de tous nos bénévoles, de pouvoir embaucher nos bénévoles. C'est vrai, c'est formidable, tu vois, de faire ça. Y a rien, et il ne faut pas se bloquer au contexte, si tu veux. Si on regarde le contexte en France, les baisses de financement, baisses de machin, etc. C'est pas facile. Donc on pourrait se dire, ça sert à rien. Tu vois, je vais juste monter mon entreprise et puis faire mon truc. Mais le mouvement associatif a encore de belles années, on va dire, devant lui. C'est un engagement, c'est des valeurs, et je pense que l'entreprise peut pas remplacer ça. Donc, mais ça veut pas dire que l'association doit pas prendre ce qui se fait bien dans l'entreprise, comme tu disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat. Pour s'en inspirer et se développer. Oui, carrément. C'est essentiel. Ça permet de structurer un peu mieux et aussi d'être plus serein dans sa façon de fonctionner, tu vois. Moi, je l'ai vu un peu, hein, cette différence de fonctionnement. Je la vois pas tous les jours parce que je suis pas là tous les jours, mais je le vois en tant qu'adhérent et en tant que bénévole aussi, que ça fonctionne différemment et mieux qu'avant, tu vois. Dans sa façon de fonctionner. Donc, Après, il faut demander aux équipes. Hein, peut-être que en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, mais c'est pas que je m'inquiète pas trop là-dessus. Normalement, c'est pas censé être forcément hyper perceptible pour les adhérents. Quoique, tu vois, on est en train de travailler sur l'aménagement des espaces et sur tu vois, la réorganisation ou que l'espace soit encore plus accueillant, on va dire, si tu veux, parce que c'est un très bel espace, mais avec ses défauts et ses qualités et ses défauts. Il est ce qu'il est. Donc là, on travaille avec quelqu'un, tu vois, qui est architecte d'intérieur et qui nous design vraiment tout ce que va pouvoir faire. Et je pense que la force, si tu veux, qu'on amène aujourd'hui, c'est que j'espère que les gens qui sont ici, les salariés, bénévoles d'ailleurs, prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Et moi, je suis pas là pour les freiner dans leurs projets. Il y en a qui ont des projets de road trip, tu vois, des fois un peu fous, pour aller jusqu'en Ukraine, tout ça, tu vois. Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon moment, mais bon. Ouais. Après, on peut tempérer des choses. Ça dépend pourquoi il veut y aller. On peut tempérer des choses, mais tu vois, en fait, dans le principe, je suis pas là pour canaliser, si tu veux, tu vois, cette envie-là, puisque si la personne a envie, tu vois, de faire ça, elle va se donner à fond pour faire ça, tu vois. Et moi, je veux juste être le coup de pouce qui fait que, ok, tu veux faire ça, très bien, maintenant on va réfléchir ensemble pour aller chercher, tu vois, des financements sur ce projet-là. On va se mettre en contact avec telle ou telle personne. Et encore une fois, développer son réseau, découvrir de nouvelles personnes, ouvrir de nouvelles portes. On fait que ça de le dire depuis tout à l'heure, mais je pense que ce sera le fin mot un peu de cette conversation, aller vers l'autre. Ouais, et après, attention, après ça veut pas dire que tu n'as pas besoin tu dois répondre à énormément de dossiers, de projets, si tu veux à un moment donné récupérer de l'argent. Mais en fait, si je te dis d'aller vers l'autre, c'est parce que quand tu crées des relations, ton réseau, comme tu dis, c'est quand même plus simple pour présenter ton projet et d'en parler à quelqu'un, plutôt qu'il le découvre à l'écrit parmi 150 autres dossiers, voire plus. C'est plus humain. Qui parfois, voilà, tu peux imaginer que quand tu es évaluateur et les évaluateurs ou des financeurs, qui lisent les dossiers, ils sont peu nombreux pour énormément de dossiers. Donc à un moment donné, c'est pour ça que c'est long aussi, hein, que tu peux saturer, que tu peux et toi tu dois faire projeter les gens. Donc si tu veux, l'écrit c'est une vraie c'est une vraie question, mais j'ai déjà vu des dossiers très mal écrits qui sont passés parce que tu as réussi à un moment donné à convaincre les financeurs que ce projet-là, eux ils l'ont vu en fait, ils l'ont vu en vrai, si tu veux, parce que tu les as invités, parce que tu les as fait palper un petit peu le truc.
et que ils disent ouais bah moi je suis avec eux, quoi. c'est ça que je veux soutenir aussi parce que c'est ça qui me parle. Donc ça, voilà, en fonction de la situation, quoi qu'il arrive, si tu as moyen de faire un geste et de connaître tes interlocuteurs, c'est carrément le plus important. Et si tu peux pas, ton écrit doit être quand même plutôt Très bon. Rien ne t'empêche de tourner une petite vidéo aussi explicative du projet. Moi, je sais que tu vois, par exemple, sur l'Access Parcours, on a une petite vidéo reportage, tu vois, où tu vois Marie, même des publics, si tu veux, qui sont accompagnés, qui parlent au micro, qui t'expriment, tu vois, ce que ça a changé pour eux. C'est beaucoup plus parlant que ce que moi je vais te dire, toute la théorie que je vais te dire là-dessus, tu vois. C'est même moins important ce que je vais dire. Mais là, c'est du vrai, et ça parle beaucoup aux gens, si tu veux. Et ça, c'est essentiel. Donc rien ne t'empêche de faire ça, même si tu peux pas, tu vois. Et après, il y a plein de techniques. On utilise la facilitation graphique un petit peu pour aussi schématiser, modéliser, tu vois, le projet, donner envie de se projeter avec nous. Il y a plein de petites astuces comme ça qui font que ça peut marcher, mais il faut que tu imagines quand même que tu réponds à énormément de dossiers dans l'année. En 2024, je vais te donner un peu le ratio qu'on a fait. Je crois qu'on a déposé ici pour Parcours une quarantaine de projets. Ok. En tout cas, 40 dossiers. Voilà, des fois, c'est les mêmes projets, mais qui sont réadaptés aux financeurs et qui font partie d'un global, comme sur le projet d'insertion. À titre d'information, il y en a une bonne trentaine qui ont été retenus. Tu vois, c'est un ratio intéressant. Ouais, pas mal. Tu vois, tu es plutôt habituellement sur des structures qui ne font pas forcément toutes ces démarches-là. Tu es plutôt sur du un tiers, un quart, tu vois, quand ça marche pas mal. Là, le fait d'être à peu près à 3/4, si tu veux, de réussite. Bon, moi, j'aime pas perdre, donc c'est très frustrant pour moi quand j'ai pas un appel à projet. Non, je sais que j'atteindrai jamais les 100%. Et surtout, j'essaie d'être philosophique, de dire si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Pour X ou Y raison, c'est que ça aurait encore mis plus en difficulté. C'est pas grave, tant que tu arrives à t'en sortir, c'est le principal. Mais pour arriver à un ratio comme ça, c'est tout ça en fait. C'est toutes ces conditions-là, si tu veux, tout ce que je t'explique depuis tout à l'heure. La maîtrise du temps, la maîtrise des partenaires, la relationnelle avec tes financeurs, montrer exemple vraiment de réussite et ça passe par les équipes et des belles histoires. Voilà, moi j'aime bien dire des belles histoires à raconter, c'est ça. Et c'est aussi tout ce qui a été entrepris avant, tout ce qui a été capitalisé, et puis tout ce qui peut être bénéfique, s'inscrire dans les démarches, dans les dynamiques nationales, tu vois, labellisées, machin, etc., pour se rendre visible. Et en fait, à un moment donné, tu vois que tu as coché un peu toutes les cases, tu vois, de la structure qui est peut-être même un peu plus visible que ce que tu pensais. Tu vois, quand j'étais à Montpellier, en fait, y en a qui avaient entendu te parler de parcours et qui te disent, en fait... Parcours 59, parce qu'il y a plein de structures de parcours, mais qui te disent en fait j'ai eu un échange avec Victorien du coup de Parcours 83 qu'on accompagne aussi, si tu veux, tu vois, dans sa démarche de projet associatif qui a lancé l'année dernière, tu vois, et qui a déjà une quarantaine d'adhérents et qui commence à répondre, tu vois, à des projets aussi sur son territoire, tout ça. Donc ça fait du bien et ça fait plaisir de voir que tu vois, tu peux accompagner aussi des structures comme ça. Enfin, c'est vraiment ça le but, parce que le parcours et l'association sportive de manière globale a vraiment une carte à jouer sur tous les plans de la société, quoi. Social, éducatif, insertion, machin, etc. Donc mais en tout cas, il me disait, Victorien, pour revenir à ça, que de notre point de vue, peut-être qu'on estime que, tu vois, Parcours, c'est pas forcément une structure encore hyper reconnue, tout ça, mais en fait, il disait, mais en fait, vous rendez pas forcément compte de ce que vous provoquez, l'impact que vous avez derrière. Et puis en fait, non, on se rend pas compte quand on en est là. Mais tant mieux si ça en a. Tant mieux s'il y a des gens qui reviennent vers nous après ce webinaire, après ce podcast, tu vois, pour demander des tips, tout ça. À Montpellier, pareil, j'ai vu une structure de parcours qui veut se développer et qui va venir nous voir justement pour qu'on puisse aussi, tu vois, les aider un petit peu. Je pense qu'il y a
ça doit nous donner des réflexions sur aussi un modèle de développement, tu vois, autre qui est peut-être qu'à terme, il peut y avoir d'autres structures de parcours, tu vois, en France, développer la pratique, tu vois, en France, dans les différentes fédérations aussi, et qui se structure par rapport à son territoire, par rapport à les problématiques sociales qu'ils peuvent rencontrer, mais que nous on accompagne en fin de compte. Et ça peut se faire, tu vois, au national, ça peut se faire à Madagascar, tu vois, ça peut se faire partout, un peu partout. Tout est possible. Et donc c'est assez enthousiasmant, si tu veux, tu vois, de se dire bon, au final, c'est vrai que quand tu prends un petit peu de recul, tu dis bon, ça a quand même été pas mauvais sur cette année et demie là, tu vois. Donc à continuer à voir jusqu'où ça va. Après, moi je suis pas devin, je peux pas voir comment l'avenir va s'écrire. Mais je suis plutôt confiant. Et du coup, un peu pour conclure, on est quasiment à la fin. Merci d'être restés avec nous tous. Aujourd'hui, où en est Parcours 59 financièrement et aussi comment dans ces missions sociales, hein, parce que je pense qu'on l'a beaucoup mentionné aujourd'hui. Parcours 59 est un levier pour le quartier de Roubaix, mais aussi d'outre-mer. Comment l'état de l'association est? Je pense que comme toutes les associations, on est dans une situation précaire dans le sens où chaque mois, tu sais que tu as les salaires qui vont être versés, tu sais que tu as l'URSSAF qui va être trésorerie en moins. Donc tu vis un peu sur trésorerie quand même. Heureusement qu'on a eu un peu de trésorerie en début d'année. Et donc encore une fois, c'est très long d'avoir ces réponses. Donc on pense que le mois de juin va être quand même juillet vont être déjà, c'est le temps de nos inscriptions pour l'année prochaine. Donc ça va nous permettre de repartir sur des bases, sur des bonnes bases, je pense, pour le reste de l'année. Parce qu'on arrive déjà à milieu de l'année et sans aucune certitude des financements quasiment. On a quand même des nouvelles un peu intéressantes, si tu veux. Tu vois, une nouvelle fondation de Lille qui finance le projet. La première fois qu'on va chercher cette fondation, donc c'est cool. Mais pareil, tu vois, on a répondu en novembre pour une réponse là. Et ça va se débloquer là aujourd'hui. Donc je pense qu'on a créé les conditions pour que ça marche. Après, on peut pas ne faire sans, si tu veux, les réductions budgétaires. Donc on est obligé d'anticiper certaines baisses. Des baisses qui seront communes à tous, je pense. À nous maintenant de développer des nouveaux modèles, si tu veux, pour aller pallier à ça. Donc il y a plein de choses qui sont en piste aujourd'hui. On a ce volet de road trip, tu vois, on commence à être sollicité pour organiser des road trips pour les autres structures. Donc à nous d'en faire un modèle qui soit viable, on travaille dessus. Avec la ville de Roubaix, avec le dispositif qui s'appelle Innovex. C'est un incubateur de projets avec une personne qui s'est du coup aussi manifestée, Charlotte, sur ce projet-là et avec qui on va travailler, je pense, à développer, tu vois, ce modèle. On a aussi formé les salariés. Je suis assez content quand même qu'on ait pu former quelques salariés, notamment Kevin, sur tout ce qui est formateur aujourd'hui, tu vois. Donc peut-être qu'à terme, on sera une structure aussi de la formation. On développera ce sujet-là sur le sociosport, sur comment, tu vois, on peut continuer. Voilà. Je pense que beaucoup de choses doivent s'inscrire en 2025, beaucoup de pistes concrètes, si tu veux, pour moi, l'année 2025, elle est vraiment très importante. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la capitalisation, c'est aussi l'essaimage, on va dire, un peu du modèle. Donc, si on inspire d'autres structures, tu vois, demain, à se structurer, un modèle peut aussi émerger de tout ça, tu vois, que ce soit en franchise sociale, que ce soit en accompagnement, j'en sais rien. Il y a plein de pistes. Il faut les explorer toutes, si tu veux, sans perdre de vue le travail qu'on doit faire au quotidien auprès des adhérents et auprès des bénéficiaires des différents dispositifs. C'est hyper important. Donc, moi j'aime dire qu'on est, tu vois, une grande table de mixage et qu'on avance, tu vois, un tout petit peu sur chaque tableau. Néanmoins, il ne faut pas se perdre, si tu veux, tu vois, et arriver quand même à concrétiser les choses. Mais encore une fois,
la maîtrise de cette table mixage du temps, si tu veux, temps, ouais. reste prioritaire. Donc, pour l'année 2025, on a fait une fiche de route avec le conseil d'administration, avec les salariés, donc on sait exactement nos objectifs, où est-ce qu'on va, et ce qu'on se fixe, voilà, ce qu'on s'est fixé comme objectif. On est pas mal du tout, je pense, si tu veux. Donc ça, c'est le cap, on le partage, c'est validé avec les coordinateurs, c'est validé après avec les salariés, on fait des points réguliers pour s'assurer que tout roule. Et c'est intéressant, moi je pense que là on a une bonne équipe, on commence à avoir une équipe vraiment, on a une équipe vraiment intéressante, on a une équipe... on reste encore une équipe réduite, tu vois, on n'est pas 150, hein, on est une dizaine, tu vois, aujourd'hui, peut-être 15, je dirais. Et c'est déjà très bien quand on part de 8, si tu veux. Tu vois, voilà. Moi, ma plus grande fierté, si tu veux, c'est d'avoir pu embaucher des personnes. D'avoir pu CDIser des personnes. Même avant que moi, je sois CDIsé, si tu veux, tu vois, c'était plus important pour moi, ça. Et ça, bah, c'est dû à des financements qu'on a pu aller chercher à un moment donné, l'alignement un petit peu des planètes. Voilà. Mais il ne faut pas croire, il ne faut pas se reposer là-dessus. Ça se provoque. On peut très vite trébucher. Non, pour moi, ce n'est pas que de la chance, c'est tout un contexte. Mais on peut très vite trébucher, se reprendre une claque et puis demain être en difficulté. Et être en difficulté. Donc, il faut qu'on soit vigilant à tout ça. Qu'on continue à faire ce qu'on fait et qu'on le fasse encore mieux. Et puis... je pense que ça devrait bien se passer. Donc la situation aujourd'hui, elle est plutôt comme c'était prévu, je dirais, comme je l'avais imaginé. Mais c'est vrai que il me tarde quand même d'avoir des réponses à certains projets aujourd'hui. Si vous entendez, s'il vous plaît. Pour passer des meilleurs moments de vacances, si tu veux, cet été. Et revenir pour la rentrée, être tranquille. Sinon, ça peut être très très vite plus compliqué. Ouais, ça peut se dégrader vite. Mais voilà, donc ça tient pas à grand chose, si tu veux. Ça tient pas à grand chose. C'est le monde associatif, c'est sur un fil ou quoi. Ouais, il faut savoir garder l'équilibre. Il faut savoir jongler, il faut savoir. Je pense que le conseil vraiment, c'est de. Il y a des structures qui sont financées que par des cotisations ou que par du privé, tu vois, quasiment jamais par des financements publics. Il y a un équilibre à trouver, tu vois, dans tout ça, d'être dépendant, mais de pouvoir s'extraire. C'est comme on dit, mettre ses œufs dans le même panier, si tu veux. À un moment donné, ok, mais à un moment donné, c'est plus possible. Donc, il faut savoir aller regarder d'autres choses, tester des nouvelles formules, des nouveaux modèles, et puis voilà. Nous, c'est tout ça. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de développer, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir, je pense, s'inscrire encore dans la durée. Mais ça dépendra pas que de nous, malheureusement. Ça dépendra aussi de plein d'autres choses. Il y a beaucoup de facteurs. Ouais, si seulement ça dépendait que de vous, ça serait quand même plus simple. Ouais, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Exact. Du coup, un peu pour conclure, on l'a beaucoup dit, mais on va être très concis. Avec ton expérience, quel conseil tu donnerais à d'autres porteurs de projets socio-sportifs ou associatifs confrontés à des difficultés financières ? Je sais que ça regroupe un peu tout ce qu'on a dit. On va peut-être se répéter. Soyons concis. Je vais aller sur un autre conseil. C'est à la limite, contactez-nous, contacte-moi. Contacte des structures qui ont l'habitude, tu vois, de ce genre de choses, parce qu'en fait il y a quand même des réalités de territoire, tu vois. Une structure en PACA, Parcours 83, c'est pas forcément la même réalité qui est sur Roubaix, si tu veux, tu vois. Donc forcément, il y a une base, mais il y a quand même nécessité de s'adapter aux réalités de son territoire. Donc ouais, tout ce que j'ai dit, sans le redire, puisque je crois que j'en ai fait le résumé juste avant, mais il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de cahier des charges, tu vois, forcément à remplir, mais il y a des bonnes pratiques, je pense, à faire et à faire vite.
Et si tu veux en discuter, en gros, n'hésite pas. On est plutôt ouvert à partager cette expérience-là. D'ailleurs, on partage le webinaire, on partage le podcast, on partage des guides de financement, tout ça, qui sont hyper importants. On va essayer de te mettre en relation avec des personnes comme Titouan de l'agence Erasmus qui a participé au webinaire, qui est vraiment au top pour t'accompagner sur certains projets, qui sont des projets qui sont accessibles à tous, petites ou grosses structures. On va te mettre en contact avec les fédérations. Il faut te mettre en contact avec les fédérations parce qu'ils ont aussi des personnes qui sont là pour accompagner les structures et aider à rechercher des financements. Et surtout, en fonction de la situation, garde en tête que si tu es une nouvelle structure, une association nouvellement créée ne peut pas aller chercher des milliards de financements. Ça ne peut pas exploser d'un coup. C'est absolument impossible. Il faut souvent un passif de 1, 2, 3 ans, des assemblées générales, des rapports d'activité, des rapports moraux qui sont costauds. Ça, c'est tout le processus de création de nouvelles associations. Néanmoins, si tu crées une nouvelle association, il y a peut-être d'autres structures sur lesquelles tu peux t'inspirer, méthodo, machin, etc. Et puis, ça va beaucoup plus vite. Créer des antennes, peut-être, à certains moments. Ça ne veut pas dire que tu perds ta légitimité ou ça veut dire que tu te bases sur ce qui s'est bien fait ailleurs pour pouvoir aller plus vite, plus loin. Carrément. Donc, ça peut être, je pense, aussi des modèles intéressants. Et puis après, c'est être en action tout le temps, en fait. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment mieux ou pire que d'autres. Et puis, constitue-toi une bonne base aussi de bénévoles. Je pense que c'est important, qui peuvent t'accompagner, parce qu'au final, quand on voit un peu le tissu de bénévolat ici, à Parcours, on a Justine qui était bénévole, qui au final, elle est salariée. Elle est salariée, en communication. Toi, tu es ici avec nous en podcast. Je suis là. Et on te remercie aussi pour tout ce que tu fais. Et puis, de rien. Et puis tu as ton modèle aussi entrepreneurial que tu veux développer, autour de ce sujet-là. Donc on va t'accompagner. Et puis, donc on essaie de valoriser aussi tout ça. Donc les bénévoles peuvent apporter énormément de choses. Et puis, chérissez-les. Ouais, surtout il y a des gens qui ont envie de s'investir, mais il y en a qui savent pas forcément comment. Faut, je pense, donner un petit coup de pouce à un moment donné, mettre aussi en avant, moi je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, au moins avec toi et Justine, vois, mais après il y en a plein d'autres. Ça reste ça la base d'une association, de toute façon. Donc on peut mener des belles choses sans avoir forcément des financements de fou. Il faut le faire. Et le jour où vous êtes confronté à des recherches de financement, c'est que vous êtes déjà un peu plus avancé que dans votre pratique. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas. On peut aider. Voilà. C'est donc une lettre ouverte. Contactez Julien, Monsieur Julien. C'est une invitation, mais alors, pas tous en même temps. Hein. Dès la sortie de l'épisode, les gens vont tous s'appeler. C'est là qu'on verra effectivement l'impact l'engouement de l'épisode et peut-être que personne surtout de tenir jusqu'au bout, parce que je sais pas depuis combien de temps on est là, mais ça fait 1h13 exactement qu'on parle. Je vais faire on est quasiment le plus long, alors que j'avais dit que ça pourrait durer 13 minutes. C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Mais c'est bien de divaguer. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes à la conclusion. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps, Julien, de ton expérience, de ton vécu. Merci à toi. De rien, moi je suis là. J'aime dire que je suis là et je discute avec les gens et je leur fais cracher toutes leurs informations pour qu'on puisse s'en nourrir. J'aime bien donner le mot de la fin à chaque fois, tu le sais. Tu veux me donner le mot de la fin? J'aime donner le mot de la fin, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une citation, des inspirations que tu aimerais partager, ou ce que tu as mangé hier soir, ce que tu veux. Mais merci encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, déjà merci à tous. Mais de rien. Et puis à toi. Et je trouve que l'exercice du podcast, elle est intéressante. J'espère que ça peut avoir de l'impact. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça, encore une fois, même ça sert une structure, une personne, ça sera déjà très bien. Je me suis toujours dit, mon inspiration personnelle, elle est toujours dans de dire, quand je retracerai un peu mon parcours professionnel,
J'espère avoir de la fierté en me disant que j'ai pu aider des gens à un moment donné. Donc c'est ça qui m'anime, moi, personnellement. Et donc si cet épisode a pu aider des gens, a pu aider des structures, a pu aider ne serait-ce qu'une personne, tu vois, même toi d'ailleurs, parce que ça se trouve on n'est qu'à deux à s'écouter en fait. À s'écouter et à discuter, c'est pas très grave. Mais même toi, si ça t'a apporté des choses et que demain tu te dis ah ouais, en fait, tu vois, je comprends mieux et puis ça donne peut-être envie aussi de relancer ton projet, tu vois, entrepreneurial et puis d'aller, tu vois, d'aller encore plus loin et puis de dire en fait, Parcours peut aussi m'aider, tu vois, là-dessus. Et ça sera déjà très très bien pour moi, si tu veux, tu vois. Mais j'aime voir les effets que ça provoque. Donc, autre part, ouais. il faut... Mais c'est ça qui est le but ultime, on va dire, dans mon parcours pro. Donc ouais, si ça aide, tant mieux. J'espère que ça aidera. Et je pense que ça sera la meilleure conclusion que je peux faire. En espérant que ça serve à des structures, des personnes qui le souhaitent. Donc voilà, merci. Et justement, pour qu'on soit notifié de cet impact, n'hésitez vraiment pas, il y a une section commentaires et au-delà de ça, vous pouvez, comme l'a dit Julien, le contacter ou contacter Parcours 59. Pas trop dur à trouver, normalement on a un site internet. Parcours59.com. Parcours59.com. C'est ça. Et donc vous trouverez des moyens de contact facilement sur ce site. Et puis après, voilà, on reste dispo sur les réseaux, par mail, par téléphone, visio. Ça coûte rien, à part du temps. Toujours le temps. Le temps, c'est important, on l'a dit, mais voilà, ça coûte rien d'autre. Donc autant franchir le cap. Merci Julien, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à nous suivre et à aller voir aussi les autres épisodes et aussi à rester à l'affût puisque d'autres personnes vont intervenir sur ce sujet. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous nous écoutez. Allez, bonne ciao, ciao.